Bonjour, le sujet qui nous intéresse. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Sujet emblématique puisque le désir est une notion très répandue et très utilisée en philosophie. Quasiment tous les auteurs se sont penchés sur cette question. Et là, nous avons donc un sujet emblématique, on pourrait dire un sujet de cours. Voyons comment nous allons procéder. Tout d'abord, nous allons brièvement analyser le sujet. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Il y a déjà une contradiction qui est proposée au premier abord dans ce sujet, puisque le désir est quelque chose qui s'impose à la conscience, qui s'impose à nous, et donc qui n'est pas quelque chose de l'ordre d'une connaissance a posteriori. Le désir, on ne le choisit pas. Pourrait-on dire, pour commencer? On voit tout de suite qu'il y a trois termes qui sortent de ce sujet. Savoir, de l'ordre de la connaissance, d'un savoir peut-être rationnel. Toujours, qui implique une durée, ce qui implique implicitement que nous ne savons pas toujours ce que nous désirons, tout en désirant pour autant. Troisièmement, la question de ce que nous désirons, qui va nous mettre en réflexion à la fois le contenu du désir et le désir lui-même comme mouvement. Passons à l'enjeu de ce sujet. Que nous dit finalement ce sujet si on le décortique un petit peu? À quel moment accédons-nous à nos désirs et à quel moment nous échappent-ils? Ce qui impliquera aussi de réfléchir. Dès lors, pourquoi faut-il chercher à savoir ce que nous désirons? Nous pourrions nous contenter d'être qu'un sujet du désir et donner à tout moment libre cours à nos désirs. Pour répondre à cela, nous allons voir trois moments. Premier moment, on ne peut pas toujours savoir ce que nous désirons. Pour une raison simple, comme nous l'a appris entre autres Spinoza, le désir est le propre de la conscience. Le propre de la conscience est d'être désirante. Nous tendons toujours vers quelque chose. Le désir en cela est un moteur, un mouvement de vie lui-même qui nous permet de toujours avancer, abonder. Le désir est quelque chose qui s'impose à la conscience. Il n'est pas de l'ordre du savoir, il est presque quelque chose de constitutif. Deuxièmement, on distingue le désir comme mouvement des désirs, de nos envies, de nos souhaits, de ce qui va nous permettre de rechercher le plaisir. En cela, bien évidemment, le contenu de nos désirs peut s'imposer à nous. Par exemple, je passe devant une boulangerie, j'ai le désir de croquer dans un bon gâteau au chocolat. Je n'ai pas forcément cherché à savoir, ce désir-là s'est imposé à moi. Troisième point, le désir comme expression du manque. Et là, c'est très joli parce qu'on va retrouver l'étymologie à proprement parler du désir comme desiderare, c'est-à-dire cette capacité à cesser de contempler un astre. Et en clair, en cela, éprouver le sentiment du manque de cet astre, de quelque chose ou de quelqu'un. Le désir se vit dans le manque. Le désir s'éprouve dans le manque. Peut-être qu'on ne prend conscience de son désir qu'au moment dès lors où l'on éprouve le manque. En cela, on ne sait pas toujours peut-être ce qui nous manque. Il est parfois compliqué de mettre un mot, une idée, une notion sur un éprouvé. Peut-être que l'essence même de notre désir ne cesse de nous échapper. Troisième point qui est ce qu'on pourrait appeler le désir de l'autre. C'est très joli de se pencher sur ce que Spinoza appelle les désirs mimétiques. Je désire posséder ce que l'autre possède. Je désire posséder l'objet du désir de l'autre. Dans le même sens, on peut rappeler que pour René Girard, le désir est triangulaire. La problématique du désir, ce n'est pas seulement l'objet et le sujet, c'est aussi une fonction médiatrice qu'est l'autre. L'autre est un médiateur entre l'objet et le sujet. En cela, cela nous rappelle ce que nous enseignait déjà Hegel quand il parle du désir de l'autre. Finalement, l'amour, n'est-ce pas toujours que cela? Désirer être aimé de l'autre, désirer l'autre dans ce qu'il est. En cela, nous pouvons conclure dans cette première partie qu'on ne peut pas toujours identifier nos désirs. Ils nous échappent en permanence, alors même qu'on éprouve le fait même de désirer et que cet éprouvé est constitutif de la conscience. Néanmoins, si on ne peut pas toujours accéder à son désir et déterminer le contenu propre de nos désirs, pourquoi faudrait-il chercher cependant à les connaître? En clair, on pourrait même pousser cette question un peu plus loin. Pourquoi voudrions-nous vouloir notre désir? Eh bien, cela nous ramène à trois grandes problématiques qui est peut-être l'enjeu même de la philosophie, l'enjeu même de toute existence, l'enjeu même de ce qu'est être un sujet. On peut brièvement lister trois points. Pourquoi voudrions-nous néanmoins connaître notre désir ou ce que l'on désire? Premier point, pour vivre libre. Ne peut-on pas rappeler ce que Socrate disait dans la République?
Nul besoin de loi pour celui qui sait se gouverner. Le propre du désir, c'est peut-être de nous aider à parvenir à être d'autant plus libres avec cette faculté désirante qui nous définit et nous détermine. En cela, vivre libre, c'est ne plus vivre aliéné à l'objet de notre désir, que cela passe par une satisfaction régulée, mesurée, ou par la capacité à pouvoir vivre en paix avec soi-même. L'autre point, peut-être pour vivre libre et en cela trouver un équilibre, se pencher indéniablement sur la classification des désirs que nous offre Épicure, de manière à trouver cet équilibre, cette sérénité, cette paix intérieure. Pour vivre libre, pour vivre en paix, mais aussi peut-être pour vivre heureux. Car si on ne cherche pas ce que l'on désire, ce qui est le moteur même de notre existence, ce qui nous fait agir, nous développer, croître, tendre vers, eh bien peut-être qu'on peut passer à côté de la finalité de notre existence, ou plus largement ce qu'on peut appeler le sens de la vie. Cela nous ramène à toutes les philosophies existentialistes qu'on peut rencontrer. Alors oui, non seulement on ne peut pas toujours connaître l'essence de son désir, le contenu de ce qu'on désire, néanmoins il y a indéniablement une nécessité de chercher à savoir quel est notre désir. Et donc en cela, à faire surgir non plus les désirs, mais le désir. Troisième point, comment peut-on faire surgir son désir, entre parenthèses véritable, de nos désirs? Et c'est là où on va distinguer le contenu du désir, ce que nous désirons, du désir lui-même comme mouvement de vie. Eh bien, comment s'y prendre? Premier point, en approfondissant la connaissance de soi, en faisant surgir peut-être ce qu'il y a de plus fondamental, le mouvement même de ce qui nous fait nous lever le matin, le mouvement même de ce qui nous fait agir, nous mouvoir, de ce pourquoi on est prêt à se battre, à se défendre, le désir intrinsèque comme véritable conatus, celui dont parle Spinoza quand il évoque le fait d'établir un effort permanent pour persévérer dans son être, croître en soi, faire émerger la connaissance de soi. Deuxième point, eh bien, comment parvenir à faire émerger son désir? Par l'acceptation de soi et peut-être même de ses désirs. Ne pas rejeter toutes nos envies, tous nos souhaits, mais peut-être faire corps avec eux, être capable de pouvoir les embrasser dans leur totalité et les accepter. En cela, trouver une médiation, un équilibre entre le fondement même de notre désir et ce qu'on désire dans son contenu. Enfin, et c'est peut-être là le dernier mouvement qui me semble pertinent, c'est de rappeler que peut-être que le propre d'une psychanalyse, c'est d'être capable de faire surgir un désir, et c'est la définition que j'en donne. Qu'est-ce donc accomplir une cure analytique, si ce n'est la capacité de faire surgir son désir et de le transformer en liberté? Et c'est peut-être là le point emblématique qui nous aide non seulement à savoir faire surgir son désir, mais aussi d'en faire quelque chose. Lacan ne disait-il pas d'ailleurs justement, lui qui a fait le désir le cœur de l'inconscient, le désir est un lutin espiègle qui nous joue des tours. Un désir qui chez Lacan est de l'ordre du symbolique, un désir qui n'est pas coordonné à son objet naturel ou social, un désir chez Lacan qui n'est pas de l'ordre de la réalité commune, mais plutôt situé dans le fantasme individuel. L'analyse nous aide à faire surgir ce désir, constitutif du sujet inconscient et fondamentalement inaccessible à la conscience, qui ne peut être de l'ordre en cela d'un savoir, mais néanmoins nécessaire. Alors, terminer peut-être par cette très belle phrase en conclusion de saint Augustin. Le bonheur, indéniablement, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède et en cela terminer par l'humilité. Cette conclusion qui pourrait bien être celle qui nous amènerait à dire, en revanche, si nous ne savons pas toujours ce que nous désirons, le désir est bien fondamental, qu'il nous faut partir en quête de ce désir, qu'il nous faut partir en recherche de ce désir, ou plutôt du contenu de nos désirs, pour laisser émerger notre désir et en cela trouver un sens, une place, une direction, une orientation à notre existence. Merci.